Alors, bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre pour la dernière table ronde de ce colloque. Donc, durant les deux premières tables rondes, on a parlé des enjeux sécuritaires, militaires, économiques, enfin plutôt militaires et économiques de l'Iran. Pour cette dernière table ronde, on va surtout parler sécurité et géopolitique régionale. On va parler de l'Iran dans la région du Proche-Orient, donc que ce soit par rapport au Golfe arabo-persique ou plus largement à la région du Proche-Orient. Oui, c'est un... ou dans la région du Proche-Orient en général. Alors, on a entendu tout à l'heure parler des interrogations sur est-ce que l'Iran est désormais un pays isolé, est-ce que c'est au contraire une puissance régionale. Alors, évidemment, on n'ignore pas le rôle que joue l'Iran, que ce soit en Syrie, par rapport à son intervention en Syrie, son influence aussi en Irak, que ce soit sur le plan politique, militaire, avec les unités de mobilisation populaire ou économique, comme il a été aussi souligné tout à l'heure, sans oublier aussi, ça a été aussi mentionné tout à l'heure, donc le Hezbollah au Liban. Du côté du Golfe, donc il y a les voisins d'en face. Alors les relations sont assez inégales avec Téhéran. Il y a eu un rapprochement assez évident avec le Qatar depuis 2017, depuis donc la crise du Golfe. Pour les Émirats et l'Arabie Saoudite, on reste officiellement sur des relations très tendues, mais on l'a vu tout à l'heure, il y a des nuances qui sont toujours apportées à ces relations diplomatiques officielles, que ce soit par le biais économique ou on l'a vu récemment, donc après l'assassinat du général Soleimani, quand l'Arabie Saoudite a dépêché son ministre des Affaires étrangères à Washington dans un esprit d'apaisement, justement afin d'éviter une escalade de tension dans la région. Pour cette dernière table ronde, on va commencer par justement parler de la sécurité dans le Golfe du point de vue iranien avec monsieur Mehdi Zakarian. Vous êtes directeur du International Studies Journal. Vous êtes aussi professeur de sciences politiques à l'université Azad à Téhéran et vous allez donc nous parler de la vision sécuritaire ou de la sécurité du Proche-Orient vue par l'Iran. Est-ce qu'on est plutôt dans une stratégie offensive ou défensive? Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très ravi et très content d'être ici. Merci à Iremont, merci à Bernard, merci à Sénat pour prévoir cette conférence bien importante, parce que le problème qui existe dans notre monde entier, moi je crois qu'il vient de notre région. C'est du Moyen-Orient. Est-ce que vous vous rappelez 2013? Est-ce que vous vous rappelez 2011? À ce moment-là, on disait que ça, c'est le problème du Moyen-Orient. Le printemps arabe, ça, c'est le problème des Arabes, des musulmans. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, en France? Si vous vous rappelez, au novembre 2013, il y était l'assassinat à Paris, pas à Téhéran. Les problèmes qui existent au Moyen-Orient, il arrive ici aussi. Il arrive aux États-Unis aussi. Nous habitons dans un monde entier. Et il faut voir qu'est-ce qui c'est bon, qu'est-ce qui c'est mauvais, qu'est-ce qui c'est mal. Il faut analyser logiquement ce qui se passe dans le monde entier. Excuse-moi, Sarah, pourquoi tu as dit Golfe arabo-persique? Moi, je suis un universitaire. Moi, je suis un professeur. Pour des raisons de pure objectivité. Moi, je n'ai pas venu sur ta parole. Quand ma parole c'est fini, vous pouvez me critiquer, vous pouvez dire « Mehdi, tu dis des choses qui ne sont pas logiques ».
Est-ce que j'ai le droit de dire la mer Manche, la mer Anglais? Est-ce que je peux dire, par exemple, Arabie Saoudite, Hejaz? Non, c'est Arabie Saoudite. La politique ne doit pas changer la vérité historique. Ça, c'est la faute. Moi, je suis un professeur, je ne suis pas diplomate. Moi, j'enseigne droit de l'homme en Iran, dans un pays où il y a beaucoup de problèmes de violation des droits de l'homme. Il faut présenter les vérités qui existent. Ce qui est vrai, il faut dire. Si ce n'est pas Golfe Persique, moi je dis l'autre nom. Mais moi j'ai cherché, j'ai travaillé comme un professeur. Il était toujours Golfe Persique. Pourquoi? Maintenant, on a créé des pays, des nouveaux pays arabes, alors ils disent qu'il faut construire une histoire. On change les vérités de la région, ça c'est juste? Hier, moi, j'ai dit à mes collègues français, j'ai dit, mon âge, moi, je suis plus âgé qu'aux Émirats arabes unis, qu'au Bahreïn. Ça, c'est la vérité de notre région. Ma chère collègue, professeur Azadekian, elle a parlé bien sur les femmes iraniennes et l'histoire que nous avons eue dans notre pays. Il y a une ville, François Nicolas, je suis sûr que tu as voyagé là-bas, il s'appelle Khansar. Il est tout proche à Esfahan. À Khansar, il y était un mollah, un grand mollah qui s'appelait Ayatollah al-Uzma Khansari. Bien populaire. Il était savant, il est religieux, il sait tout. Ça faisait une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. La pluie, il n'y a pas de pluie. Nous n'avons pas d'eau. Chez nous, on pense qu'il y a une prière de la pluie. On sort, on va au désert et on fait la prière, on demande à Dieu, mon Dieu, s'il te plaît, donne-nous la pluie. Un jour, les Khansaris, c'est-à-dire les citoyens de Khansar, ils sont allés chez ce grand mollah. Ils ont demandé, Monsieur le mollah, Monsieur Ayatollah, Monsieur le grand savant, s'il vous plaît, fais une prière, nous venons avec toi, nous avons besoin, nous avons soif, vraiment, nous voulons la pluie. Il a dit non, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Après 2 mois, il a décidé, il est allé au désert avec les citoyens de Khansar. Tout le monde sont venus. Il a fait leur prière, il a regardé, mais non, il n'y a pas de la pluie. Il a frappé son pied sur la terre trop fort. Mon Dieu, mal c'est mal, mauvais c'est mauvais, méchant c'est méchant. Il faut être gentil. Même le Dieu fait mal, c'est mal. Et la pluie est venue. Ça, c'est une histoire réelle qui existe à Khansar. Vous pouvez aller là et vous pouvez demander des peuples de Khansar qu'est-ce qui s'est passé. Mon cher ami Razo, bombe atomique, c'est mauvais. Mauvais pour tous, pas seulement pour les Iraniens. Moi, je suis contre la bombe atomique de l'Iran. Mais je suis contre la bombe atomique d'Israël aussi. Mais il y a une différence. Oui, il y a une différence, mais quelle différence? Il y a 200 ans que l'Iran n'a pas attaqué ses voisins. Parmi 30 ans, Israël 3 fois a attaqué ses voisins. Ils ont occupé le territoire de leurs voisins. Ils ont bombardé Gaza, ils ont bombardé Liban, 33 jours, 21 jours. Qui les a fait? Les Iraniens? Mais on ne parle pas d'Israël. Pourquoi les Israéliens, ils ont bon? Est-ce que vous avez écouté le rapport de Vanano? Est-ce que vous avez vérifié le site de Diamona? Qu'est-ce qui se passe à Diamona? Est-ce que l'agence nucléaire a la permission de vérifier le site de Diamona? Mais non. Mais en Iran, nous avons ouvert.
Nous avons fait l'accord nucléaire, monsieur Nicolas. Nous avons fait. Au moment que tu étais l'ambassadeur de l'Iran aussi, nous avons fait l'accord. Mais George W. Bush, il n'a pas accepté. Il a dit non, l'accord de Paris et l'accord de Berlin, ce n'est pas accepté. Ce qu'on a négocié. Cette fois, ils ont accepté. Ils ont accepté en 2015. Mais après, ils ont déchiré, ils ont dit, après 30 jours, l'Iran va finir. La République islamique d'Iran, c'est fini. Et malheureusement, il y avait les Iraniens aussi qui ont appuyé le régime de Trump. Ils ont dit, oui, la République islamique, c'est fini. Je vous assure, la République islamique d'Iran est forte. Moi, je viens de l'Iran. Ils savent quoi faire. Sinon, ça n'a pas duré 40 ans. C'est duré 40 ans. Alors, il y a un système, il y a des personnes qui pensent, qui savent quoi faire, comment décider, comment faire dans cette région qui est très, très dangereuse. Quel est l'avis de l'Iran sur la sécurité? Si vous voyez la révolution islamique de l'Iran, qui a commencé la guerre? Le secrétaire général des Nations Unies, M. Javier Pérez de Cuéllar, il a annoncé que ça, c'était les Irakiens qui ont commencé la guerre. Ça, c'est la réalité qui était là. Est-ce que vous pensez, quand vous êtes sous l'attaque, sous la menace, sous la guerre, il faut seulement regarder les autres? Il faut demander aux Français ou aux Américains de nous envoyer, de nous exporter, de nous donner les fusils, les missiles, les armes, tout ça? Mais non, on fait des activités sur les missiles. C'est pour ça que l'Iran ne va pas négocier sur les missiles. Ça, c'est assuré. On reste sur la politique défensive militaire de l'Iran. En Iran, ça, c'est assuré. On ne va pas changer cette méthode. Si les Français, les Européens, les Américains, ils vont parler sur le sujet de missiles ou des armes, ce n'est pas accepté en Iran. Nous n'allons pas les accepter. Moi, je regarde ce que j'enseigne à l'université. À l'université, je dis aux étudiants, les étudiants, pour les politiques étrangères, il y a quelques valeurs. Nous devons regarder sur notre histoire, notre passé, notre civilisation, quelles valeurs sont préférables pour nous. Première valeur qui existe, ce n'est pas seulement pour l'Iran, pour tous les pays, c'est sécurité nationale. Deuxièmement, pouvoir militaire. Pouvoir militaire pour défendre, pas pour attaquer. Troisièmement, c'est ordre et justice ensemble. Quatrièmement, liberté, démocratie, c'est-à-dire droit de l'homme. Cinquièmement, richesse et bien-être, d'avoir la monnaie et de bien vivre, un bon habitat. Sixièmement, développement et encore bien-être. La République islamique d'Iran insiste sur premier, deuxième, cinquième et sixième. Ça, c'est la politique de l'Iran. L'Iran, il dit, nous sommes sensibles sur la sécurité nationale, nous sommes sensibles sur le pouvoir militaire, nous sommes sensibles sur la richesse de notre pays et l'habitat de notre citoyen, et nous sommes sensibles sur notre développement. Mais les Américains, ce que nous avons le problème avec les Américains, c'est ça. Ils ne respectent pas le troisième, l'ordre et justice. Ils n'acceptent pas. Monsieur Joseph Borrell, récemment, il a rencontré Monsieur Kushner. Qu'est-ce qu'on dit? Il est le mari de Trump, il est le mari, le jambe de Trump, oui. Voilà. Non, parce qu'en personne, nous disons damat, je pensais que c'est ça, le mari de la fille de Trump.
M. Borrell, il a dit, M. Kouchner, United States is a honor broker. So you should respect the justice in international community. Your deal is not with the justice. Cher Monsieur Kouchner, que tu es très beau, que tu es très gentil, l'accord du siècle, il doit être avec la justice. Ce que nous voyons, ce n'est pas avec la justice. Pour les Palestiniens, ça, ce n'est pas bon. Ils ne vont pas accepter. C'est M. Borrell, il a dit. Kouchner, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, Who said that we are honor broker? No, no. We are only businessmen. Ça, c'est la réponse. Le régime de Trump, pas le régime de Trump, même M. Obama, il ne respecte pas le troisième, ordre et justice. Ils vont un jour gagner, perdre. Gagnant-gagnant, non. Dans le dictionnaire des Américains, il faut seulement gagner. Ça, ce n'est pas possible. Ça, il fait des problèmes comme Daesh, des problèmes comme Irak, des problèmes comme Syrie, des problèmes qui existent dans notre monde entier. Les Européens comprennent bien ça. Mais nous voulons, nous attendons des Européens qu'ils parlent beaucoup dans les Nations Unies, au Conseil de sécurité, de ne pas accepter cette méthode qui existe par les Américains. Quatrièmement, qu'ils n'acceptent jamais dans la période de Shah, après Shah, maintenant, c'est la liberté et la démocratie. Le droit de l'homme, ce n'est pas important pour les Américains. Regarde ce qui s'est passé en Turquie, à Istanbul, pour M. Jamal Khashoggi. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Alors, ce que moi je veux dire pour les Iraniens, ce qui est important, sécurité nationale, c'est bien important. Pouvoir militaire pour défendre, c'est bien important. Richesse et bien-être, c'est important. Encore développement et bien-être, c'est encore important. Je n'ai pas parlé des droits de l'homme, mais nous essayons de dire que ça aussi, c'est très important. J'ai encore le temps, je peux continuer. Merci. Donc, ça, c'est la vue de l'Iran dans la région. Ce que nous parlons de la part de l'Iran dans la région, ce n'est pas la même chose de la part de notre voisin. Arabie Saoudite, comment ils regardent sur le sujet, des valeurs que j'ai dit. Émirats Arabes Unis, comment ils regardent sur le sujet que j'ai parlé. Koweït, comment ils regardent. Ils ont l'autre priorité pour leur politique étrangère. Excuse-moi, je parle franchement. Si les Américains disent aux Arabie Saoudite, fais ça, ils acceptent. D'accord, c'est accepté. Pourquoi? Parce que les Américains, ils ont demandé. Ça, ce n'est pas l'indépendance. Maintenant, le grand problème que nous avons dans la région, qui va augmenter jour par jour, c'est le problème de sectarianisme qui est venu dans la région. C'est le problème de l'extrémisme wahhabisme qui existe dans la région. Est-ce qu'on a demandé aux Saoudiens de fermer les écoles wahhabistes? Ils sont ouverts, ils travaillent. Et ils continuent à travailler, à produire le Daesh. On fait le combat avec le Daesh, mais on ne ferme pas l'usine de Daesh. L'usine, il travaille, il produit, et puis on fait la guerre contre le Daesh. Ça, c'est le problème qui existe. Merci beaucoup, Sarah. Moi, je m'arrête ici, je vais écouter les autres et après, je vais répondre aux questions. Merci, Monsieur Zakarian, pour cette
présentation, une mise au point sur la sécurité, la politique de sécurité nationale et la politique défensive de l'Iran. Vous parliez des voisins de l'Iran. Alors justement, je me tourne vers Madame Agnès Levallois, qui est une grande spécialiste du Moyen-Orient, journaliste, analyste. Vous allez nous parler notamment de l'Arabie Saoudite dans sa relation avec l'Iran et notamment la question des initiatives sécuritaires dans le Golfe, donc du point de vue russe et américain. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc oui, je vais vous parler plutôt du point de vue finalement des pays du Golfe, mais de l'autre côté du Golfe Persique, Arabie Saoudite et Émirats essentiellement, pour savoir quelle est leur perception de la réalité de la sécurité dans la région et comment ils envisagent cette question de la sécurité. Alors, je voudrais faire un tout petit retour en arrière, avant 79, où avant 79, la politique américaine dans la région consistait à s'appuyer sur 2 gendarmes dans le Golfe, et les 2 gendarmes étaient l'Iran et l'Arabie Saoudite, avec l'idée que seul cet appui ou donner ce rôle de sécurité à ces 2 puissances régionales pouvait permettre d'accéder à une certaine sécurité et une certaine stabilité dans le Golfe. 79 a fait voler en éclats cette stratégie américaine de s'appuyer sur ces 2 gendarmes qui étaient l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et l'avènement de la République islamique, comme vous le savez, a mis à mal la relation entre Téhéran et Washington et donc a enlevé cette possibilité finalement de ce rôle que voulaient jouer les Américains dans le Golfe en s'appuyant sur ces 2 alliés puisque c'était les 2 alliés américains. L'avènement de la République islamique a non seulement mis à mal cette stratégie américaine, mais a surtout provoqué une inquiétude, très grande inquiétude, de la part des voisins du Golfe, en particulier de l'Arabie saoudite, qui a très mal vécu l'avènement de cette République islamique, avec la crainte de l'exportation de la révolution islamique, qui était le maître mot des nouvelles autorités à Téhéran, de dire que le projet était d'exporter la révolution en dehors de l'Iran. Et donc, pour les pays du Golfe, c'était une grande inquiétude de se dire que si cette révolution était exportée, ça pouvait mettre évidemment en danger les pouvoirs qui étaient en place, aussi bien à Riyad, mais que dans les autres petites monarchies du Golfe. Et donc, on a vu à partir de là un sentiment d'insécurité se développer dans les pays du Golfe arabe à l'égard de l'autre puissance régionale qui était l'Iran. Et c'est ce qui a permis, d'une certaine manière, à l'Arabie saoudite en particulier, de soutenir l'Irak dans sa guerre contre l'Iran, alors que les relations entre l'Arabie saoudite et l'Irak n'étaient pas forcément des relations de très bonnes, puisque l'Arabie saoudite regardait ce voisin irakien avec une certaine inquiétude en raison de l'idéologie qui était développée par l'Irak, de ce nationalisme arabe qui n'allait pas du tout dans le sens de ce que souhaitaient les autorités saoudiennes, mais la crainte et la peur de l'Iran a conduit l'Arabie saoudite à soutenir les Irakiens dans leur guerre contre l'Iran, tout ça allant dans le même sens, à savoir réagir de peur de cette expansion de la révolution islamique qui était donc, comme je viens de le dire, le maître mot des autorités à Téhéran. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la création du fameux CCG, le Conseil de coopération du Golfe, en 1981, qui était un moyen pour ces pays du Golfe. Alors vous savez que le CCG rassemble 6 pays, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Koweït, le Qatar, le Bahreïn et Oman, le sultanat d'Oman. Donc l'idée de ces pays du Golfe, c'était de se rassembler dans le cadre de ce conseil pour faire face à ce qui était vécu comme cette menace iranienne, et avec l'idée qu'il fallait que ces pays se retrouvent dans le cadre de cette institution pour être plus forts et pour vaincre ce qui était perçu comme une menace. Alors ce que l'on sait, c'est que ce CCG n'a jamais été capable finalement d'être très actif, même s'il y a eu une volonté de mettre en place un commandement militaire unifié. On l'a vu actif quand même en 2011 lorsqu'il y a eu le début de révolution à Bahreïn, où là il y a eu effectivement une décision qui a été prise dans le cadre du CCG et on a vu l'armée, mais qui était essentiellement saoudienne, traverser le pont pour mettre un terme à ce soulèvement. Mais en dehors de ce moment précis,
aussi, c'est vrai qu'on voit bien que ce CCG, quand même, a les plus grandes difficultés à devenir un véritable outil, mais il n'en demeure pas moins que les efforts ont été faits, en tous les cas, pour tenter de résister à ce qui était présenté comme cette menace. Alors, vous voyez que j'utilise beaucoup ce terme de menace, perçu du côté des pays du Golfe arabe, de ce point de vue-là, parce que c'est vrai que ces pays du Golfe, et en particulier l'Arabie saoudite, se sentent profondément menacés et se sentent profondément inquiets de ce qu'est l'Iran, ce grand pays en face. On l'a rappelé tout à l'heure, l'Iran, 83 millions d'habitants. Vous savez que les pays du Golfe arabe, eux, sont des pays qui sont très peu peuplés, même l'Arabie saoudite, même si on parle de 30 millions d'habitants, il y a au mieux 20 millions de nationaux, donc de Saoudiens. Dans les Émirats, les chiffres sont aussi très, très peu importants. Je ne parle même pas du Qatar où il y a 300 000 nationaux. Donc vous imaginez bien que dans ce contexte-là, ces pays du Golfe se sentent effectivement très inquiets par rapport à ce que représente l'Iran. Et l'anecdote que vous citiez tout à l'heure, à savoir que beaucoup de ces pays-là n'existaient pas lorsque vous êtes nés, effectivement, ce sont des pays récents et qui n'ont pas l'histoire qu'a l'Iran. Et ça aussi, c'est un élément qui est très, très important dans la perception et dans la façon qu'ont les pays du Golfe arabe de vivre cette relation avec l'Iran, qui représente une vraie menace. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, après, quelques moments où la relation s'est améliorée entre l'Iran et l'Arabie saoudite, puisqu'il y a eu, lors d'un sommet de l'OCI, le roi saoudien qui est allé à Téhéran. Donc, il y a eu des moments où la relation s'est améliorée entre, en particulier, l'Iran et l'Arabie saoudite. Mais foncièrement, c'est vrai que de la part de l'Arabie saoudite, en tous les cas, il y a cette inquiétude qui est aussi due, alors même si ce n'est pas l'élément pour moi déterminant, loin de là, mais je pense qu'il faut quand même le signaler, c'est vrai qu'il y a aussi la question de la gestion du pèlerinage faite par les Saoudiens, qui est remise parfois en question par les Iraniens, estimant que les Saoudiens ne gèrent pas forcément le pèlerinage, qui est donc obligatoire dans la mesure du possible par tout croyant musulman. Et donc, il y a une remise en question aussi par les Iraniens de la gestion de ce pèlerinage. Souvenez-vous de quelques épisodes au cours desquels il y a eu des manifestations et il y a eu un nombre de morts conséquents et qui a donc été un argument utilisé par les Iraniens pour démontrer que les Saoudiens n'étaient pas en mesure de gérer de façon pacifique cela. Et donc, ça a rajouté un élément de complexité et de tension entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Si on arrive maintenant à la période donc actuelle, qu'est-ce qu'on peut dire après toute la période, les derniers mois de tension qu'on a vue dans la région? Je crois foncièrement que ni l'Iran ni l'Arabie saoudite ne veulent une confrontation armée dans le Golfe. Pour moi, ça, c'est une évidence absolue. Que l'Arabie, aujourd'hui, est plutôt dans une logique de désescalade avec l'Iran. L'Arabie saoudite s'est aperçue qu'à pousser les Américains dans la stratégie que Trump a adopté à l'égard de l'Iran, finalement, ça provoquait beaucoup d'instabilité dans la région et que les premières victimes de cette instabilité, c'était ces fameux pays du Golfe, à savoir l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, puisqu'il suffit qu'un missile lancé par les Iraniens tombe, comme on l'a vu en septembre, contre les installations pétrolières saoudiennes, ça met quand même en grande difficulté l'économie saoudienne, même si celle-ci a été moins touchée que ce qu'on avait pensé au départ. Et les Émirats arabes unis savent très bien que si un missile tombe sur Dubaï ou Abu Dhabi, c'est toute la crédibilité de cet État qui est remis en question. Et donc les Émirats n'ont aucune envie de prendre le risque qu'un missile tombe sur leur territoire, puisque ça voudrait dire que l'économie pratiquement s'écroulerait du jour au lendemain, puisque toute la communication des Émirats à l'égard de l'extérieur, c'est de dire que c'est un Émirat qui est tenu, où la sécurité est assurée quoi qu'il arrive. Et donc, si cet argument tombait, vous voyez bien toutes les conséquences que ça aurait sur l'économie des Émirats, là aussi extrêmement fragile. Donc, cette fragilité des Émirats et de l'Arabie va dans le sens de la désescalade. Et donc, ces pays, et surtout l'Arabie, s'est rendu compte que d'avoir poussé Trump comme ils l'ont fait, puisqu'il y a vraiment eu une volonté de la part, en particulier du jeune prince héritier Mohammed Ben Salman, de dire à Trump que la pire
menace pour la région, pour les Saoudiens, c'était l'Iran et qu'il fallait donc affaiblir l'Iran le plus possible à travers les sanctions. Aujourd'hui, les Saoudiens se rendent compte que cette stratégie se retourne en partie simplement contre eux, et que d'avoir joué la politique du pire, si je puis dire, avec Trump à l'égard de l'Iran, n'était pas forcément un élément de stabilité régionale, loin de là, puisqu'on a bien vu, à travers l'utilisation des missiles ou des missiles de croisière, des missiles balistiques par l'Iran, de sa capacité dans une relation asymétrique, finalement, d'être beaucoup plus fort et de montrer que l'Iran a une capacité de nuisance qui peut être dramatique pour un pays comme l'Arabie saoudite. Alors cette stratégie telle qu'on l'a vu à l'œuvre de la part de l'Arabie saoudite, est avant tout l'œuvre quand même de ce jeune prince héritier, Mohammed Ben Salman, et donc je crois qu'il convient de dire 2-3 mots quand même de ce prince qui a une ambition régionale, et ça c'est un fait, j'allais dire, nouveau par rapport à la situation avant son arrivée à la tête du royaume saoudien, où jusque-là, avant l'arrivée de MBS, on avait une Arabie saoudite qui évidemment se concevait comme une puissance régionale, qui estimait qu'elle avait un rôle de puissance régionale à jouer, mais qui en même temps n'avait aucune envie de se retrouver en première ligne, se rendant bien compte que cette Arabie n'avait pas encore tous les moyens, toutes les cartes en main pour pouvoir jouer ce rôle de puissance régionale, puisque, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est un pays extrêmement jeune, avec aussi des faiblesses dans la capacité à pouvoir mettre en œuvre des institutions qui lui permettent de concrétiser les ambitions que ce royaume pouvait avoir. Et donc l'Arabie saoudite était là, pouvait tirer des cartes, pouvait être influente sur certains terrains, mais avec une volonté quand même de faire ça discrètement et de ne pas s'exposer. La rupture majeure avec MBS, me semble-t-il, c'est le fait qu'on a un prince héritier qui, lui, alors là, expose le royaume, prend des risques considérables, change radicalement la façon de gouverner du royaume, où on n'a plus du tout ce système de décision collégiale qui est prise pour entériner des décisions et pour entériner une volonté même d'expansion régionale. On a un prince héritier qui met en place un système autoritaire avec une décision qu'il prend et qu'il demande que cette décision soit appliquée, quel que soit le prix à payer. Et on voit bien, au bout du compte, que cette stratégie de MBS est une stratégie très aventurière dans la région, et avec des résultats qui sont plutôt des résultats catastrophiques, puisque les quelques dossiers sur lesquels MBS s'est engagé ont été des échecs. Je pense évidemment à l'opération Saad Hariri concernant le Liban, mais je pense au Qatar, je pense évidemment au Yémen, qui est sûrement le dossier le plus important, et le dossier iranien, où on sait très bien que MBS a été quand même très, très influent auprès de Trump pour pousser Trump à adopter les sanctions les plus dures possibles à l'égard de l'Iran, et se rendant compte aujourd'hui que finalement cette stratégie n'est pas forcément la stratégie qui est une stratégie payante pour l'Arabie saoudite. Donc on a une Arabie saoudite et des Émirats aujourd'hui qui sont foncièrement inquiets de l'évolution de la situation, qui ont conscience qu'il ne faut absolument pas aller à la confrontation, qu'il faut absolument essayer, en tous les cas, d'aller vers la désescalade, mais en même temps, l'Arabie n'est pas prête à accepter de partager, je crois aujourd'hui, le contrôle de la région ou de mettre en place des institutions de sécurité partageant finalement le contrôle de cette région avec l'Iran. On est encore dans le cadre de l'Arabie saoudite, dans le contexte d'un pays qui a tellement peur de cet Iran qui est vécu comme un danger, et une Arabie saoudite qui est en plus aujourd'hui, de sa manière, insécurisée par les Américains, parce que même si les Saoudiens sont, comme vous le savez, complètement dépendants des Américains pour leur sécurité, les Saoudiens se sont aperçus, à propos de l'épisode du 14 septembre dernier, que les Américains avaient considéré que cette affaire était une affaire saoudienne, alors que le prince héritier avait dit dans une déclaration publique que cette affaire était une affaire internationale. Et lorsque Trump a répondu
en disant que ça ne concernait pas la communauté internationale, mais que c'était une affaire saoudienne. Les Saoudiens ont compris qu'ils avaient beau avoir acheté des assurances-vie auprès des Américains, que les Américains n'étaient pas prêts à se lancer dans une opération pour assurer leur sécurité, alors que pour les Saoudiens, c'est évident qu'après avoir dépensé des centaines de milliards en armement depuis des années auprès de Washington, en cas de difficulté, Washington doit réagir. Ça n'est pas le cas, et Trump l'a démontré après le 14 septembre. Ce qui a fait d'ailleurs penser ou croire aux Iraniens qu'il n'y aurait pas de réaction américaine, même plus tard, puisqu'on sait très bien que les Américains ne veulent pas d'une guerre et que Trump a été réélu sur un désengagement de la région. D'où l'inquiétude lorsque l'opération de l'assassinat de Qassem Soleimani est intervenue, puisque là, les Iraniens se sont rendus compte quand même que les Américains ont fini par intervenir. Ils ne sont pas intervenus au moment où ils pensaient qu'ils interviendraient, mais les Américains sont intervenus, ce qui n'a pas pour autant complètement rassuré les Saoudiens, puisque les Saoudiens se rendent compte que finalement, ils ne savent pas comment réagit cet acteur américain, mais ça, Philippe en parlera sûrement mieux que moi tout à l'heure. Et donc, ce sentiment d'insécurité des Saoudiens, et j'insiste sur ce point-là parce que je crois qu'il est essentiel pour comprendre ce qui se joue dans le Golfe, ce sentiment d'insécurité et ce sentiment qui dicte le positionnement et la réaction des Saoudiens à l'égard de l'Iran, et qu'on est dans un rapport, là aussi, complètement asymétrique, si je puis dire, entre les deux. Ce n'est pas seulement une asymétrie d'un point de vue militaire, mais une asymétrie aussi dans la perception de l'Iran de l'Arabie saoudite et l'Arabie saoudite de l'Iran. L'Arabie saoudite est foncièrement inquiète de l'Iran, ce qui n'est pas le cas de l'Iran, qui n'a pas peur de l'Arabie saoudite comme l'autre. Je vois que le temps... Il me reste combien de temps ? Alors, je voulais dire deux, trois mots qui me paraît intéressant sur une initiative qui a été lancée en juillet dernier, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est intéressante, qui est l'initiative russe, qui traite justement à la question de sécurité collective dans le Golfe. Et je crois que c'est intéressant de rappeler cette initiative, qui est une feuille de route qui a été proposée par la Russie et qui doit mener, normalement, selon ce texte qui a été proposé par les Russes, à l'émergence de mécanismes de sécurité dans le Golfe. Alors ça, vous allez me dire, c'est un serpent de mer, on en parle régulièrement. Régulièrement, il y a des initiatives qui sont avancées où on parle de ces mécanismes de sécurité. En tous les cas, je crois que c'est significatif que ce soit les Russes qui aient fait cette proposition, donc de mettre en place ce système de sécurité et de coopération dans le Golfe. Parce que c'est vrai qu'on voit bien que le nombre de conflits qui existent dans cette région devrait pousser les différents acteurs à se mettre d'accord, à se réunir autour d'une table pour mettre en place un système de sécurité. C'est vrai que l'Iran aussi a une proposition, elle a mis sur la table une proposition de sécurité collective en raison des nombreuses guerres qu'a connues la région, mais le texte iranien appelle au retrait des troupes étrangères, donc c'est clairement aussi un texte qui est dirigé contre la présence américaine dans la région, et donc on voit bien à partir de là que les intérêts des uns et des autres ne vont pas permettre de se réunir autour de la table, puisque pour, là encore, les Saoudiens, l'idée du départ des troupes américaines de la région est problématique, puisque les Saoudiens, avec toutes même les inquiétudes qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, sont dépendants de cette assistance américaine, de cette présence américaine. Donc, concept russe de sécurité à regarder de près, pas pour tout de suite, mais qui est sur la table et qui révèle aussi l'implication grandissante de la Russie dans l'ensemble de la région. La Russie qui veut être considérée comme un acteur à part entière et qui a son mot à dire dans sa réflexion et dans son aide à l'établissement d'un système de sécurité régional, puisque la Russie estime, à juste titre d'ailleurs, qu'elle a évidemment un rôle à jouer et qu'elle a démontré depuis les dernières années, depuis une dizaine d'années, qu'elle est à nouveau un acteur sur la scène régionale et que rien ne pourra se faire sans, en tous les cas, associer Moscou à une réflexion sur ce sujet. Donc une initiative russe, une initiative, les Iraniens ont aussi mis en avant cette volonté de mettre en place un système de sécurité collective, et la proposition américaine, mais ça peut-être que Philippe, tu vas en parler de la proposition américaine, celle de 2018, le Middle East Strategy Alliance. Non. Bon, qui était aussi un souhait américain de relancer justement cette coopération dans le Golfe, avec l'idée que
aucune stabilisation dans le Golfe ne sera possible et envisageable en dehors d'un système de sécurité qui associerait l'ensemble des parties prenantes, donc les Iraniens, les Saoudiens, les Émirats évidemment aussi et les autres pays du Golfe, mais je parle essentiellement de l'Arabie parce que c'est le pays en tous les cas qui est le plus important et qui se considère comme une puissance régionale, aux dames d'ailleurs parfois des autres pays du Golfe qui trouvent que l'Arabie veut en faire trop et que ça commence à les énerver un petit peu, mais c'est vrai qu'en termes de puissance aussi bien démographique que financière, c'est vrai que c'est l'Arabie qui peut lancer quelque chose. Donc les Américains ont proposé aussi cette alliance pour le Moyen-Orient. On voit bien que la façon qu'a Trump de gérer les affaires de la région ne permet pas d'envisager, en tous les cas, que cette proposition puisse aboutir à quelque chose. Je suis très, très sceptique, d'autant plus que dans ce projet américain, l'idée, c'est vraiment de mettre en place un système pour faire front aux Iraniens, et tant qu'on sera dans une logique dans la région qui consistera à exclure l'un des acteurs, on ne pourra évidemment pas arriver à un système de sécurité régionale collective, puisque le terme de collectif veut bien dire ce qu'il veut dire. Il faut absolument que les différents protagonistes soient réunis autour de la table, et si on propose des plans avec l'idée d'exclure un des acteurs majeurs de la région, évidemment, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, cette proposition américaine, je ne pense pas qu'elle puisse aller très, très, très loin. Donc, pour conclure, parce que je crois que j'ai déjà été peut-être un petit peu longue, ce que je voudrais dire, c'est que les derniers événements qui se sont déroulés dans le Golfe ont démontré, une fois de plus, s'il y en avait besoin, de la nécessité de trouver ce système de sécurité régionale, mais j'insiste, sans exclure l'un des acteurs, sinon la stratégie ou le projet ne peut être que voué évidemment à l'échec. L'Arabie, il faut qu'elle sorte de son idée, me semble-t-il, d'exclure l'Iran de tout système régional. Je crois que l'Arabie saoudite, sa manière, doit grandir dans le sens où seule une maturité dans la perception de son environnement régional permettra de lui faire accepter la présence de l'Iran. L'Arabie ne pourra pas faire disparaître l'Iran de ce jeu régional, et que tant qu'on sera dans cette logique de la part d'un des acteurs essentiels, à savoir Riyad, on ne pourra pas mettre en place un système de sécurité régionale. Et dans ce cadre-là, l'asymétrie dont on a beaucoup parlé entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qui normalement, cette asymétrie devrait être au détriment de l'Iran, finalement aujourd'hui, on s'aperçoit que l'Arabie, en dépit de tout l'armement dont elle dispose, se sent et continuera à être extrêmement vulnérable face à un Iran qui, lui, a une stratégie beaucoup plus claire et déterminée dans les objectifs qu'il veut atteindre. Donc, pour sortir de cette impasse, système de sécurité régionale auquel il faudrait associer non seulement les pays de la région sans exclusion d'aucune des parties, mais en associant évidemment ceux qui sont autour de ces acteurs régionaux et qui jouent un rôle important et qui souhaitent jouer un rôle important. Je vous remercie. Merci Agnès Levallois. Donc effectivement, je retiens de votre intervention très intéressante que effectivement l'Iran a toujours été perçu depuis quelques décennies maintenant par ses voisins comme la principale menace régionale, ce qui a même donc donné lieu à la création du Conseil de coopération du Golfe en 81, et que c'est justement l'équilibre entre Riyad et Téhéran qui sera l'enjeu d'un équilibre sécuritaire dans la région. Alors, vous avez commencé votre intervention à partir de 1979. Là, on va remonter encore plus loin dans l'histoire. On va remonter jusqu'à 1953, donc avec la date du coup d'État contre Mossadegh. Et donc Philippe Golub, vous êtes professeur à l'AUP, l'American University, enfin l'université américaine de Paris, et vous allez nous parler donc des relations entre les États-Unis et l'Iran dans une perspective historique, donc de 1953 jusqu'à aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Alors, je viens de descendre d'un avion de loin, des États-Unis, et je ne suis pas extrêmement frais. Alors, si je dis des choses un peu curieuses, vous me le direz, n'est-ce pas? Vous m'informerez sur mon propre état.
Je voudrais commencer par dire que Trump est un personnage curieux, nous le savons tous, n'est-ce pas? Nous regardons avec émerveillement ces changements, il est mercuriel, un jour il dit ceci, un jour il dit cela, un jour il fait ceci, un jour il fait cela, et soudain, parfois, il prend une décision et il fait assassiner, par exemple, le général Qassem Soleimani, alors que quelques semaines avant, personne ne pensait que les États-Unis prendraient une décision pareille. Cette décision a été prise sous la pression de Pompeo, Mike Pompeo, le secrétaire d'État, et du vice-président américain, Mike Pence. Il y a un cercle autour du pouvoir, autour de Trump aujourd'hui, qui favorise le conflit, qui voudrait voir le déclenchement d'hostilités plus larges entre la République islamique d'Iran et les États-Unis, pour permettre aux États-Unis de s'affirmer militairement, c'est-à-dire d'utiliser ce qu'ils considèrent aujourd'hui, et hier aussi, comme leur avantage comparatif décisif dans les relations internationales. Alors moi, j'ai un travers d'universitaire qui est que j'essaie de... Puisque Trump est difficile à cerner en tant que personnage, et je ne fais pas de psychologie dans l'étude des relations internationales, j'essaie de ne pas en faire, d'autres le font, mais moi je ne le fais pas. C'est d'essayer de trouver des régularités dans l'histoire, des régularités, non pas des lois, mais des régularités qui permettent d'éclairer quelque peu notre compréhension du monde. Et je voulais effectivement mettre le présent en perspective pour essayer de comprendre un tout petit peu mieux comment la dynamique entre l'Iran et les États-Unis s'est façonnée et ce qu'elle veut dire, du point de vue de la compréhension des dirigeants américains, historiquement parlant, du rôle qu'ils ont dans la région et plus globalement, n'est-ce pas? Le passé contamine le présent, le passé contamine toujours le présent. Le passé de 1953 est le coup d'État contre Mossadegh, qui a engendré les forces profondes qui ont mené à la révolution islamique, ou à la révolution tout court, qui a débouché sur la révolution islamique, pour être plus précis, n'est-ce pas? Le coup d'État organisé avec l'allié britannique a été par l'administration Eisenhower, le fut au nom des priorités de guerre froide des États-Unis de contenir l'Union soviétique, mais aussi de contenir et d'inhiber l'émergence de nationalisme autonome dans ce qu'on appelait à l'époque les tiers-mondes, dans les pays post-coloniaux, coloniaux et post-coloniaux, d'une indépendance de fait, d'une autodétermination qui aurait pu les mettre sur la voie d'un non-alignement entre l'Union soviétique et les États-Unis, suivant le modèle indien, par exemple, ou suivant le modèle nassérien. Les États-Unis, en suivant, ou plutôt en laissant les Britanniques leur donner l'idée du coup d'État, pour leurs propres raisons, avec des raisons qui étaient quelque peu différentes des raisons britanniques, qui convergeaient avec convergence et différence, d'ailleurs, dans les raisons pour le coup d'État. Les États-Unis ont détourné, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont détourné l'histoire du pays, n'est-ce pas? Ont détourné le cours, disons, naturel post-colonial du pays, en contrariant la volonté démocratique nationale et en inhibant l'éclosion d'un nationalisme laïque, quoi qu'on puisse dire de Mossadegh par ailleurs, n'est-ce pas, qui avait pour ambition, me semble-t-il légitime, l'autodétermination et le non-alignement. Des décennies plus tard, la Révolution. Et là, il y a un péché originel côté iranien, il y a un péché originel côté américain, états-unien, un péché originel côté iranien. L'assaut contre l'ambassade des États-Unis en 1979 et la longue prise des otages américains au cours de la Révolution a remis en cause non seulement l'ordre régional des États-Unis dans la région, mais l'acte lui-même, la prise des otages a été pour les États-Unis une insulte, une violation inacceptable à la fois du symbole de leur puissance, mais aussi de la nature de leur position dans la région. Dans ses mémoires, Henry Kissinger dit ceci de l'Iran. Il dit que l'Iran constitue, et je le cite, le pont terrestre entre l'Europe et l'Asie,
et a été souvent la charnière de l'histoire du monde. Sous le Shah, l'Iran était pro-américain et pro-occidental au-delà de toute contestation, et que la révolution a fait fondamentalement basculer les équilibres dans la région. Et en fait, si on lit entre les lignes, à la fois ce que dit Kissinger, ce que disent les câbles diplomatiques américains de l'époque, et dans les archives américaines, on voit très bien que la révolution islamique en Iran, la révolution iranienne puis la révolution islamique, ont constitué une défaite, un problème, une difficulté stratégique majeure pour les États-Unis, plus grand que la défaite au Vietnam. Puisque la défaite au Vietnam était contrebalancée par l'alliance construite par les États-Unis avec la Chine en même temps. À partir de 1979, dans le cas iranien, ce ne fut pas le cas. Il n'y a pas eu de compte, il y a eu des efforts après continus d'endiguement de la révolution islamique. À partir de 1979, on constate une conflictualité toujours croissante. La guerre Iran-Irak, ou plutôt la guerre Irak-Iran, n'est-ce pas, fut soutenue par les États-Unis. La guerre irakienne fut soutenue par les États-Unis et par d'autres puissances d'ailleurs. Sur 8 ans, il y a 500 000 à 1 million de morts, des deux côtés, essentiellement, mais pas que iraniens, n'est-ce pas? Pendant la guerre, les États-Unis ont soutenu l'un, puis l'autre, puis l'un, dans le but d'épuiser les deux dans une guerre interminable au coût exorbitant. Ceci fut suivi par les politiques des décennies suivantes, de double endiguement de l'Irak et de l'Iran, endiguement de l'Irak après 1990-91 et l'invasion du Koweït, endiguement de l'Irak et blocus économique de fait contre l'Irak, mise en place des sanctions contre l'Iran, un programme de sanctions contre l'Iran, et un système d'extraterritorialité américaine qui perdure aujourd'hui et qui a été massivement renforcé. Au cours de la décennie 2000, les États-Unis, comme on le sait, ont envahi l'Irak dans le but, George W. Bush, qui ne se distingue pas trop d'ailleurs de Donald Trump par bien des côtés, idéologique et politique, par son affirmation de l'unilatéralisme dans les relations internationales, par son nationalisme aigu, par son désir d'affirmation d'une souveraineté américaine globale au-delà de toute contestation. Les États-Unis ont envahi l'Irak avec l'idée que l'Irak serait suivi d'une série d'interventions ailleurs, Syrie, Libye, Liban et in fine l'Iran, n'est-ce pas, qualifié parmi d'autres pays comme faisant partie de l'axe du mal par George W. Bush en 2002, dans un discours en 2002. Une intervention après l'autre, n'est-ce pas? Les États-Unis interviennent systématiquement pendant la guerre froide et après la guerre froide, systématiquement dans le Golfe Persique, disons dans le Golfe, hein, dans le Golfe. Ces interventions suivent une logique qui est une logique, ça va être mon argument d'aujourd'hui, une logique d'hégémonie et d'empire. J'utilise ces mots d'un point de vue scientifique et non pas dérogatoires. Ce sont une description de la position américaine dans la région et dans le monde. Les États-Unis ont eu pour objectif continu, depuis 1945 et en fait depuis 1947, de préserver les positions qu'ils ont acquis à partir de ce moment-là dans une région qui a été et qui reste, ou qui l'est moins aujourd'hui, mais qui a été très longtemps déterminante pour la Pax Americana d'après-guerre. Après 1947, parce que c'est en 1947 que les États-Unis supplantèrent la Grande-Bretagne, qui, selon les termes du secrétaire George Marshall, et je le cite, abdiqua ses responsabilités au Moyen-Orient au profit de son successeur. Succession formalisée dans la doctrine Truman et l'idée du grand croissant du secrétaire d'État Dean Acheson, qui devait relier les différentes régions importantes de l'économie politique capitaliste mondiale
l'Europe, le Japon, l'Europe d'un côté de l'Eurasie, le Japon de l'autre et les pays d'Asie du Sud-Est alliés, les deux régions au bord de la faillite, aux sources pétrolifères du Golfe Persique. C'était aussi le plan de Kennan. Donc il y avait endiguement de l'Union soviétique et endiguement et construction de ce que Acheson a appelé le grand croissant, le Great Crescent, de construction de réseaux de flux économiques entre l'Asie, l'extrémité orientale de l'Eurasie et l'extrémité occidentale de l'Eurasie, pour assurer la construction d'un nouvel ordre américain international avec des régions clés, structurées autour de régions clés, permettant la pérennisation de la position américaine d'après-guerre et de contenir l'Union soviétique. Héritiers de la Grande-Bretagne, parce qu'ils se sont conçus explicitement comme héritiers de la Grande-Bretagne, ils ont construit au Moyen-Orient et dans le Golfe un empire non territorialisé, contrairement à la Grande-Bretagne. Et au départ, ils ont géré les équilibres à distance, à travers des alliances. Agnès en a parlé, de l'utilisation de protectorats, d'alliés stratégiques locaux, des équilibres à distance au travers des alliances et des protectorats, comme dans le cas iranien, avec le soutien souvent, mais pas toujours, des anciennes puissances européennes en déclin. Dans le cadre de la nouvelle division de travail de la guerre froide, les États-Unis attribuèrent un rôle secondaire, mais non une influence effective, aux États impériaux européens souverains, mais sérieusement diminués, dans la gestion des équilibres régionaux dans les tiers-mondes. Au fil du temps, les États-Unis, comme la Grande-Bretagne avant eux, sont rentrés dans une logique d'expansion de l'intervention à distance. Les interventions sont devenues de plus en plus directes. Dans une logique d'expansion classique dictée par les évolutions locales et globales, ils ont constamment accru leurs engagements et leurs interventions pour modeler ou remodeler l'économie politique régionale et pérenniser leur position. Pendant la guerre dite froide, je lis mon texte parce que je n'ai pas l'énergie de le faire autrement, excusez-moi. Pendant la guerre dite froide, elle ne le fut jamais dans les périphéries coloniales et postcoloniales. Les grandes priorités, parfois contradictoires dans la région, étaient de contenir l'Union soviétique, inhiber ou contrer le non-alignement des pays arabes, assurer la sécurité d'Israël et bien sûr sécuriser les flux énergétiques. La doctrine Eisenhower s'est muée dans la doctrine Carter, qui s'est muée dans des doctrines un peu plus vagues des successeurs de ces deux présidents-là, l'endiguement dual, les interventions successives et puis les interventions d'après-guerre froide, de plus en plus apparemment incohérentes, mais qui étaient fondées sur l'idée de l'établissement d'une hégémonie directement fondée sur la force, sous George W. Bush et maintenant sous Donald Trump, ou plutôt sous les conseillers de Donald Trump. En fin de guerre froide, réfléchissant sur le sens de la longue compétition américano-soviétique dans les pays postcoloniaux, dans le sud global, l'historien John Lewis Gaddis écrivit que les dirigeants états-uniens successifs auraient pu s'épargner la peine d'intervenir de manière hyperactive dans les sociétés postcoloniales du Moyen-Orient. Je le cite, « Il est clair, rétrospectivement, affirme-t-il, que les craintes quant aux avancées soviétiques au Moyen-Orient des États-Unis étaient tout à fait exagérées. L'anticolonialisme menaçait les intérêts britanniques et français, c'est certain, mais ne rapportait pas grand-chose à l'Union soviétique. » Or, l'interventionnisme a continué, bien sûr, c'est moi qui le dis maintenant, au-delà de la guerre froide, parce que les interventionnismes du passé contaminent le présent. Des menaces pour l'ordre américain apparaissent constamment, des nouvelles menaces apparaissent constamment. Et chaque intervention destinée à les contrôler ou éteindre des incendies engendre inéluctablement de nouvelles menaces, de nouvelles incendies et de nouvelles contestations, impliquant la nécessité de nouvelles interventions. Ainsi, le double endiguement sous Bill Clinton a abouti à une impasse. Cette impasse, George Bush a essayé de le résoudre. George Bush et ses conseillers ont essayé de le résoudre en envahissant l'Irak et en tentant de remodeler l'économie politique régionale dans son ensemble, ce qui aussi a abouti, disons-le gentiment, à une impasse, au désordre et au chaos, ce qui a engendré par la suite les tentatives, disons, intéressantes mais jamais abouties d'Obama de restaurer la légitimité, la crédibilité américaine
en tentant de changer la donne avec l'Iran et de remodeler les relations des États-Unis avec le monde arabe, mais avec des résultats, in fine, qui ont été très peu palpables, et aboutissant aujourd'hui à la situation que nous avons, où des forces nationalistes américaines, et je ne pense pas à Trump lui-même, parce que je voudrais le sortir un peu temporairement de ce tableau, mais forces institutionnelles américaines, des droites nationalistes interventionnistes, les droites nationalistes interventionnistes aujourd'hui, espèrent régler le problème en poussant l'Iran à la banqueroute et en créant ainsi les conditions pour eux, selon eux, d'un regime change. Il ne faut pas oublier le texte, c'est un texte important. Quelques jours après l'annonce du président américain actuel que les États-Unis allaient se retirer du JCPOA, Mike Pompeo a présenté un discours au Heritage Foundation à Washington où il a énoncé en 12 points une demande de capitulation inconditionnelle de la République islamique, la fin complète du programme nucléaire, des inspections intrusives permanentes, la fin des programmes balistiques iraniens avec des inspections intrusives permanentes, la fin de toute politique régionale de sécurité iranienne, quoi qu'on en pense par ailleurs, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas en train de défendre la politique régionale de sécurité iranienne. Et huit autres recommandations. Et je voudrais vous lire la dernière, pas recommandation, exigence. Pompeo, en conclusion, disait ceci. Les États-Unis, partout, vont traquer les agents iraniens et le Hezbollah et nous les écraserons, n'est-ce pas? C'est 2 ans avant Soleimani. Donc il y avait un programme là. Il y avait un programme de la part de certains éléments de l'appareil de sécurité américain ou de l'appareil étatique américain et de la droite nationaliste américaine. Et ce discours fut suivi par le blocus économique. Ce n'est pas les sanctions, c'est un blocus économique. C'est un blocus économique de fait, n'est-ce pas? Le blocus poussant à la conflictualité, créant les conditions d'une conflictualité plus dure. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation où 2 choix s'offrent aux États-Unis et à l'Iran, et au monde donc, sur ce dossier. Le premier choix, c'est celui effectivement par erreur, par basculement progressif, d'une rentrée dans une logique de guerre. Je sais qu'Agnès a dit que personne ne veut la guerre, mais en 1914, personne ne voulait la guerre non plus. Ou aller vers ce qui serait l'équivalent d'un grand compromis, a grand bargain. Et il existe des prémices pour ça. En 2003, des éléments de l'appareil d'État iranien, autour de Khatami, ont proposé aux États-Unis, par le biais de l'ambassade suisse, une négociation sur tous les dossiers essentiels des relations bilatérales entre les États-Unis et l'Iran. Ce message est un message envoyé de façon formelle et informelle, à la fois suffisamment informelle pour ne pas être trop critiqué en interne en Iran, et suffisamment formel pour être crédible. Flint Leverett, alors du Conseil de sécurité nationale américain à l'époque, directeur du Moyen-Orient pour le Conseil de sécurité nationale, considérait à l'époque cette offre comme quelque chose de parfaitement viable. Donc on pourrait aller vers un grand compromis, mais c'est un grand compromis des 2 côtés. Mais ça exigerait bien évidemment un changement à la fois du régime politique américain, là il faudrait un regime change aussi, n'est-ce pas, et sans doute du régime iranien. Voilà, excusez-moi de mon... Voilà. Merci Philippe Golub pour cet exposé historique et ce rappel justement des relations conflictuelles entre l'Iran et les États-Unis qui ont souvent eu, comme on l'a vu, que vous l'avez montré pour Théâtre l'Irak, historiquement aussi, et histoire, comme vous le dites, de ne pas réduire l'actualité ou ce qui se passe en ce moment entre les 2 pays à
à la simple impulsivité de Trump, mais de rappeler justement tout l'historique qu'il y a derrière. Quoique, quand vous parliez du péché originel côté iranien avec l'attaque de l'ambassade américaine, on peut aussi lier les deux et dire que ce sont peut-être aussi les images de l'attaque contre l'ambassade américaine à Bagdad qui ont aussi poussé Trump à peut-être reprendre la décision de l'assassinat de Soleimani. Mais bon, comme vous disiez, on n'est pas là pour faire de la psychologie. Je vais donner la parole à la salle pour les questions. Donc on va faire comme tout à l'heure, on prend trois questions à chaque fois et auxquelles on répondra avant de prendre une autre. Oui, monsieur. Merci. Simplement, je voudrais dire à M. Zakarian que l'Arabie saoudite, si vous voulez, ou bien les gens dans l'Arabie saoudite existaient depuis toujours. Que le Golfe, soit le Golfe Persique ou bien le Golfe arabo-persique, ne change rien du tout et ça ne va pas changer en fait la salinité de l'eau dans le Golfe. Mais il ne faut pas oublier que cette partie du monde au IIIe siècle était extrêmement chrétien. Le Qatar actuel, qui s'appelait à l'époque Ibn Qatari, était en fait le centre de l'église syriaque dans le Golfe et qui était nettement plus grand. Encore, le royaume de Himyar du Yémen est très connu. Je ne veux pas tarder sur l'histoire, mais au 7e siècle, les gens qui ont combattu en fait l'empire byzantin et l'empire sassanide de Perse étaient des Arabes. Ils ont balayé l'empire sassanide en rien de temps. Est-ce que c'est une remarque ou est-ce que vous avez une question? Je vais poser des questions, oui. Bien sûr. Alors, Daesh, je vous demande quelque chose. Pourquoi Daesh en Syrie, moi je suis syrien, et pourquoi Daesh en Syrie n'a jamais été combattu par les milices iraniennes ni le régime de Bachar al-Assad? Jamais. Et les gens qui étaient victimes de Daesh en Syrie étaient au moins 90% de sunnites. D'accord? Ou bien des Syriaques, ou bien des Assyriens dans le nord de l'Euphrate. À chaque fois que Assad avait des problèmes en Syrie avec l'opposition, vous avez Daesh qui apparaissait tout de suite. Ils ont d'ailleurs, aujourd'hui, ils se trouvent à l'est de Palmyre, aussi protégés par les milices iraniennes et le régime Assad. Est-ce que votre question s'adresse à quelqu'un, à un intervenant en particulier? Non, c'est simplement à M. Zakarian. D'accord, à M. Zakarian. Merci. Voilà. Suivante. Je vais être rapide, le pire est à craindre. Deux questions rapides à Philippe Goloub et une rapide à Agnès Levallois. On vous suit très largement sur votre vision de l'activisme américain. Sur l'expansionnisme et surtout la volonté hégémonique, j'ai une question. Ne trouvez-vous pas que ce que vous évoquez est contredit par une tendance profonde au désengagement américain, comme on le voit d'ailleurs en Afghanistan, où les États-Unis se préparent à larguer l'Afghanistan entre les mains des talibans? Donc ça, c'est ma question. Deuxième question, brève également. Grand bargain, il y a aussi un autre scénario. On est un ensemble d'analystes à penser que si Trump, au vu de ses perspectives électorales, c'est la seule chose qui compte, estime qu'à un moment donné, il est arrivé au bout de l'exercice iranien et il tenterait un coup avec les Iraniens sur un deal en disant mon cher Hassan, you are my big friend, et si vous ouvrez le marché aux entreprises américaines, puisque j'évacue les entreprises européennes, on pourrait s'entendre. Et ça, c'est peut-être un deal qui pourrait exister. Agnès, je voudrais demander la question suivante. Ne pensez-vous pas qu'il y a un obstacle très traditionnel aux propositions iraniennes de sécurité collective, parce que ça fait très longtemps qu'ils en ont avancé plusieurs, c'est la résolution du conflit et du différend qu'ils opposent aux Émirats arabes unis sur les îlots de la Grande Tombe ou de la Petite Tombe,
puisque je rappelle la position traditionnelle de l'Iran, que l'Iran ayant des droits historiques établis sur ces îlots, il refuse de négocier ceci, mais la communauté internationale avait invité l'Iran à soumettre ce différend à une juridiction internationale ou une cour arbitrale, ce que l'Iran a toujours refusé. Et la question qui se pose, c'est pourquoi l'Iran, s'il est sûr de ses droits historiques, hésite-t-il à le soumettre à une juridiction internationale? Car si les droits sont indiscutables, il n'a rien à craindre, comme on l'a vu dans dans les deux affaires qui sont actuellement en cours à la Cour internationale de justice, où les demandes iraniennes, au moins à titre préalable, ont été accueillies favorablement par la Cour. Merci. J'ai une question à Monsieur Sakarian. Monsieur, vous aviez, et ça m'a beaucoup plu, à 2 reprises insisté sur l'importance des droits de l'homme en Iran, et je m'en félicite. Or, la communauté internationale, et je suis sûr que vous incluez dans les hommes, les femmes et les enfants, ça va de soi. Donc, juste pour rappel, la communauté internationale, au vu du fait qu'aucun pays du monde n'a réussi jusqu'à ici à éliminer les discriminations contre les femmes, et que pour cette raison, il fallait une convention spécifique pour cet objectif. Et maintenant, c'est une des conventions qui a le plus grand nombre d'adhésions. 189 pays ont adhéré à cette convention. Il y a quelques exceptions, quelques rarissimes exceptions, dont les États-Unis et l'Iran. Personnellement, je pense que l'Iran adhérera avant les États-Unis, entre autres parce que les États-Unis ne reconnaissent pas les droits économiques et sociaux et qu'il y en a dans cette convention, et aussi maintenant ils ne ratifient aucune convention internationale. Mais la question de savoir quand est-ce que l'Iran passerait à l'acte. Le Parlement iranien a déjà fait son part du travail. Il a passé une décision en 2003, mais qui n'a pas été suivi des faits. Donc, je vous demande quand est-ce que vous pensez que l'Iran se joignerait à tous ces autres pays du monde, vu l'importance attachée aux droits de l'homme, les femmes, et ratifierait cette convention. Merci. Alors, donc, vous voulez commencer par cette question et ensuite la deuxième. Enfin, je pense qu'il faut plus un rappel que peut-être une vraie réponse. Oui, c'est par rapport à donc l'intervention, la lutte contre Daesh, notamment en Syrie. Enfin, sur peut-être un rappel justement de la réalité du terrain. Mon cher ami qui vient de la Syrie, moi je suis très contente de te voir, de te rencontrer ici. Tu es bienvenu. Pour nous, les peuples de la Syrie, c'est notre critère. Ce n'est pas les gouverneurs. Les gouverneurs, ils viennent et ils vont partir. En Iran, nous comprenons ça. Mais il faut penser un peu. Qui sera à la place de Bachar al-Assad? Qui est le candidat? C'est Al-Nusra, Ahrar al-Sham, Daesh? Qui sont là? Alors, on va peut-être éviter les échanges, mais si vous pouvez juste répondre à un point précis sur l'intervention contre les combats contre Daesh en Syrie, et ensuite passer à la deuxième question sur la signature, la ratification plutôt de la convention pour la lutte contre les violences faites ce que j'ai appris dans ma vie quand j'étais petit, ma mère, elle m'a enseigné ça. Il faut avoir la tolérance. Parce que moi, j'habite dans un pays qu'il y a Kurdes, il y a Turcs, il y a Baloutches, il y a Turkmènes, il y a Juifs, il y a musulmans, il y a Arméniens, il y a chrétiens, et nous habitons ensemble. De la période de Shah. Moi, je suis né en 1969. Ma mère, elle m'a dit, parce qu'on veut avoir une vie calme en Iran. Et nous avons. Est-ce qu'il y était un conflit entre les Juifs, les Zoroastriens, les Arméniens en Iran? Mais non. Mon cher ami, moi, j'ai dit merci beaucoup pour ta question. J'ai bien écouté et je donne mon avis. Je n'ai pas dit il faut accepter mon avis. Non.
Moi, pour moi-même, je pose une question. Bachar Assad, il est dictateur. Première personne qui a écrit les articles dans les journaux iraniens contre Bachar Assad, c'était moi. En 2011, j'ai écrit, ça existe dans le journal qui s'appelle Sharq. Ceux qui savent personne, il faut chercher dans l'Internet et trouver comment j'ai jugé sur ce que M. Bachar Assad il a fait contre ses peuples. Et ça, ce n'est pas acceptable du tout. Mais il y a 5 ans, plus de 5 ans, moi je dis Bachar Assad, c'est mieux que Daesh. Il faut choisir. Il faut voir qu'est-ce qui se passe. L'Arabie Saoudite, les Américains, Qatar, Émirats Arabes Unis, ils ont dit voilà, nous avons trouvé une occasion. Quelle occasion? D'entrer en Syrie, d'avoir plus d'influence. Nous allons supprimer notre concurrent qui est la République islamique d'Iran. Nous voulons supprimer la République islamique d'Iran. Oui, mais ça coûte combien? Ça coûte d'envisager le Daesh, extrémisme. Ça, c'est arrivé. Ce que M. Soleimani il a fait en Syrie, en Irak, c'était contre Daesh. Ce n'était pas contre le peuple de la Syrie ou contre le peuple de l'Irak. Jamais. Le critère de M. Soleimani était de sauvegarder le peuple de la Syrie. Alors, la deuxième question, on m'a fait question, je réponds à question. Je n'en ai pas dit d'autres choses. Si vous pouvez être bref, du coup. Sur la question, j'ai parlé. On a donné les remarques personnelles, pas les remarques académiques sur le sujet de Golfe Persique. Je n'en ai pas répondu. Écoute-moi. Quand moi je parle de Golfe Persique, je parle de UNESCO, des Nations Unies, il y a les documents, on peut le dire. Mais moi, je vais dans la maison, je cherche quelques livres et je dis, ah voilà, au XIIIe siècle, il y était les chrétiens, on va appeler cette région. Excusez-moi, M. Zakarian, mais comme il y aura d'autres questions, est-ce que vous pouvez essayer d'être bref? Sur la question, on répond sur les questions. Voilà. Sur la question des droits de l'homme. Des droits des femmes. Bon, d'accord. Est-ce que c'est la déclaration des droits de l'homme et des femmes? C'est la déclaration des droits de l'homme. Ce qu'on appelle aux Nations Unies. Moi, je parle... Non, mais en fait, je crois que la question de Madame porte sur une convention particulière dont on n'a pas... Voilà, dont on avait parlé déjà ce matin, oui, sur le fait que l'Iran l'avait signé mais pas ratifié. Voilà. Donc c'est sur les violences faites. C'est vrai, on n'a pas signé. Le gouvernement n'a pas signé. Le gouvernement a décidé de ratifier. C'était dans la période de M. Khatami. On a bien parlé dans le Parlement. On a accepté avec quelques clauses ou quelques réserves. On a dit ça, c'est bon. La société civile d'Iran a accepté. En fait, on a fait beaucoup de modifications sur le droit de la famille dans le Parlement qui sont en faveur des femmes. Moi, je dis ici, les meilleurs droits de femmes dans le Moyen-Orient, après la Turquie et l'Israël, c'est l'Iran. Ça, c'est assuré. Ce que nous avons fait, les modifications sur le droit de la famille, mais le Conseil des gardiens, ils ont arrêté la ratification. Ils l'ont arrêté. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut participer dans l'élection. Aujourd'hui, c'était l'élection. Il faut voter pour les députés qui sont pro-droits de l'homme. Ça, ce n'est pas arrivé. C'est à nous de travailler. C'est à nous d'envisager les femmes, les garçons, les jeunes hommes. Vas-y, votez. Votez pour les personnes qui pensent comme ça. Ça, je l'accepte. C'est un problème, comme tous les pays, pas seulement en Iran. Merci. Voilà. Philippe Gollum, donc 2 questions vous concernant. Alors la première, c'est sur le désengagement des États-Unis au Moyen-Orient, et la deuxième, c'est sur la possibilité d'un deal entre les États-Unis et l'Iran. Alors, il est vrai que les États-Unis cherchent depuis Obama, d'ailleurs depuis quelque temps, à se désengager partiellement du Moyen-Orient et du Golfe, puisque les coûts associés à leurs engagements précédents sont devenus de plus en plus élevés, et cet effort de désengagement n'aboutit pas. Ces efforts de désengagement n'aboutissent pas.
ils n'aboutissent pas parce que chaque tentative de désengagement est suivie par, comme je l'ai dit, par des événements, des crises, etc., des incendies qui poussent les États-Unis à intervenir autrement. Les intérêts sont trop profonds, les imbrications sont trop profondes. Un désengagement général et complet des États-Unis et du Moyen-Orient n'est simplement pas et du Golfe n'est simplement pas concevable, n'est-ce pas? Un désengagement partiel, oui. Retirer les troupes d'Afghanistan, oui. Un accord avec les talibans, peut-être, probable, pas tout à fait certain, n'est-ce pas? Retirer la totalité des troupes américaines et des bases américaines de la région, c'est un rêve, ça n'arrivera pas. Les engagements sont trop profonds. Ça me rappelle les débats qui ont eu lieu au sein du Parlement britannique en 1900, alors que les libéraux au sein de l'État voulaient réformer l'Empire et le problème est donner un peu d'autogouvernement au peuple colonisé et voulaient désengager la Grande-Bretagne quelque peu de son empire qui couvrait le monde tout entier. Et ils ont découvert que l'empire était devenu un paquebot trop grand qui ne pouvait pas être tourné suffisamment rapidement vers cet objectif-là, selon les mots d'un historien de l'époque. Et le problème américain est similaire, c'est-à-dire que les engagements successifs, économiques, politiques, stratégiques, etc., ne permettent pas un désengagement complet et surtout pas un désengagement rapide de la région. Ça se fera historiquement un jour, inévitablement, mais ça ne se fera pas simplement par décision de ce genre-là. Si Trump veut désengager les troupes d'une partie de la région, en même temps, il envoie des troupes en Arabie Saoudite le jour d'après. Bon. Donc je crois qu'effectivement, les États-Unis veulent limiter leurs coûts et leurs pertes dans la région pour pouvoir se concentrer sur la Chine, pour pouvoir se concentrer sur l'Asie orientale, le grand défi des décennies à venir, sinon du siècle, pour eux en termes géostratégiques, mais ça n'implique pas un abandon général de leur position dans la région du Golfe et du Moyen-Orient. S'il y a abandon de ce genre, c'est que cet abandon aura été forcé. Deuxièmement, sur Trump, il va envoyer un message au guide suprême et lui dire allez, on s'assoit ensemble et on passe un deal. Oui, sauf qu'il y a des institutions des deux côtés. Il existe des États, n'est-ce pas? Il existe des structures. Et donc ce genre de scénario, d'ailleurs, chaque fois qu'il a tenté de faire ce genre de choses, ça n'a pas très bien marché. Les institutions reviennent à la surface. Je n'y crois pas beaucoup. S'il le fait un grand bargain personnel de ce genre-là, je le féliciterai pour une fois, mais je n'y crois pas beaucoup. Je voudrais juste rajouter un mot sur l'histoire du désengagement des Américains. Et je pense qu'effectivement, il n'y a absolument pas de désengagement. Et je pense qu'il n'y en aura pas pour eux aussi une des questions qui est la sécurité d'Israël. Et que de ce point de vue-là, cet engagement est structurant pour les Américains et que donc, à mon avis, il n'y aura pas de désengagement partiel éventuellement, oui, mais pas de désengagement. Aussi pour cette raison, mais qui est une des raisons, je crois, quand même très, très importante. Pour le sort de ces îles dans le Golfe, effectivement, il faut poser la question aux Iraniens pourquoi ils n'ont pas déposé le texte. Là, je n'ai pas de réponse à cette question, mais il me semble que dans le cadre d'une négociation, tout est négociable, mais pour la raison profonde pour laquelle l'Iran n'a pas fait cette démarche, je serai incapable de vous répondre, donc je resterai là. Et je vais juste profiter de ma présence à la tribune pour ajouter un mot sur les milices, pour simplement dire que les milices, effectivement, qui sont en Syrie, ne sont pas là pour protéger la population, mais pour sauver le régime. Et je pense que cette précision était quand même importante après ce qui a été dit. Et là, c'est un point de désaccord majeur avec mon voisin, mais je tenais juste à rappeler cela. Merci. Effectivement, en plus, c'était l'objet aussi de l'intervention de Lolo Adachid, qui n'est malheureusement pas là, qui aurait été très instructive à ce propos. On prend une autre série de questions. Oui, merci. Ma question s'est adressée peut-être à tous les trois. Et dans quelle mesure vous pensez que l'Arabie saoudite est capable de jouer la carte d'une alliance avec la Russie contre les Américains, en quelque sorte? Parce que dans le cas de l'assassinat de Jamal Khashoggi,
finalement, on voit que c'est la question de Trump a fait quelque chose qui n'allait pas dans le même sens que les intérêts de l'Arabie Saoudite. Finalement, Mohammed Ben Salman, il a essayé de jouer la carte de la Russie contre les Américains. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a une telle possibilité? On prend 2 autres questions, du coup. Merci. J'ai une question surtout pour Madame Levallois et Monsieur Golub. Vous avez tous les deux parlé d'une manière différente la continuité des points de vue, des actions à la fois des pays du sud du Golfe Persique et des États-Unis, de stratégies très proches et interdépendantes. Monsieur Coville a parlé très brièvement d'un acteur qui est absent cet après-midi, la Chine, qui joue un rôle très expansionniste dans le sud de l'Asie, sud-est de l'Asie, en Afrique, en Méditerranée. Pourquoi joue-t-elle un rôle si limité, ces 300 000 d'achats de pétrole? La Chine pourrait tripler ou quadrupler ses achats. Pourquoi ne joue-t-elle pas plus pour desserrer les contraintes sur l'Iran? Et alors, ce n'est pas une question, c'est juste une intervention concernant ce que M. Mahdi Zakri a parlé. Si on pouvait vraiment, ou alors très brièvement, mais vraiment s'en tenir aux questions. Alors, justement, concernant la sécurité du point de vue Iran, pour l'Iran, elle cherche toujours la sécurité dans la région, mais pour les États-Unis, l'Iran, elle est toujours une menace pour la sécurité dans la région. Selon des archives, si je peux parler un peu dans l'hiseur. Excusez-moi, parce que là, il est presque déjà 5h30. Si vous aurez l'occasion de continuer ensuite des discussions informelles, mais là, pour cette partie de la discussion, on préfère vraiment donner la priorité aux questions. Donc peut-être Madame ici. Oui, merci. Une question très brève. Vous avez parlé des intérêts américains de manière un peu elliptique. On a parlé effectivement de l'intérêt américain pour préserver Israël, mais vous avez été étrangement silencieux sur l'intérêt de contrôler le prix du pétrole au niveau mondial. Et globalement, je trouve que c'est peut-être que vous avez décidé d'évacuer cette question, ou que vous ne la trouvez pas importante, mais moi je la trouve importante. Donc j'aimerais avoir des explications là-dessus. Merci. Merci. Donc peut-être Agnès, si vous voulez commencer. Alors. Oui, une question pour Monsieur Golub, c'est possible? Oui. Je vous propose, on a déjà pris 3 questions, donc on répond en 3 questions et ensuite on prend une dernière série de 3 questions. Vous pouvez garder le micro entre-temps. Donc peut-être... Juste un mot sur la relation ou l'alliance Arabie Saoudite-Russie contre les États-Unis. Non, je crois que simplement l'Arabie Saoudite joue avec la Russie, c'est-à-dire et la Russie joue avec l'Arabie Saoudite dans le sens où pour les Saoudiens c'était bien de dire aux Américains si vous n'êtes vraiment pas gentils ou si vous ne comprenez pas nos intérêts, on peut aller regarder du côté de Moscou, mais ça reste de toute façon très marginal et ça ne changera en rien, me semble-t-il. Mais je ne sais pas, Philippe, je verrai ce que dit Philippe, mais ça ne changera en rien, à mon avis, la nature de la relation, mais c'est une façon pour les Saoudiens de montrer qu'ils peuvent un peu diversifier et ils sont plus dans cette relation exclusive avec les Américains. Et comme Trump veut tout faire payer, c'est une façon de dire aux Russes, voilà, on peut aussi parler avec vous, mais ça ne changera pas, à mon avis, fondamentalement, de toute façon, la relation entre les Américains et les Saoudiens, elle est trop profonde et tout l'armement saoudien est américain. Vous ne changez pas de fournisseur du jour au lendemain, c'est absolument impossible. Pour le prix du pétrole, oui, bien sûr, la question du pétrole est essentielle et dans la relation ou dans les intérêts américains dans la région, la relation aussi stratégique avec les Saoudiens repose sur cet intérêt qu'il y a dans les deux parties, ou en tous les cas pour que les Américains puissent demander aux Saoudiens de jouer un rôle de régulateur et jouer un rôle pour empêcher que les prix du pétrole augmentent, puisque ça va à l'encontre des intérêts des Américains. Oui, bien sûr, c'est une carte qui est importante. C'est vrai que la question pétrolière, aujourd'hui, on
en parle moins lorsqu'on parle des relations entre les Américains et les Saoudiens, puisque, comme vous le savez, les Américains ne sont plus dépendants du pétrole saoudien de la même façon. Donc c'est vrai qu'on a tendance à moins mettre en avant cette question-là. Mais dans la question de la régulation dans le cadre du prix du pétrole, oui, ça reste un sujet majeur dans la relation entre les deux. Philippe Golub, toujours sur la question du prix du pétrole. Non, je n'ai rien à ajouter là-dessus, c'est tout à fait exact. Les États-Unis sont aujourd'hui producteurs nets de pétrole, y compris à l'exportation, et n'ont plus les mêmes besoins qu'ils avaient auparavant. Ils ne dépendent plus du Golfe Persique pour leurs approvisionnements, mais effectivement dépendent de l'Arabie saoudite comme régulateur prix au niveau international. Donc là-dessus, je suis parfaitement convergent avec ce qu'a dit Agnès. Pour ce qui est de la Chine, la Chine ne semble pas vouloir rentrer en confrontation directe avec les États-Unis sur un dossier de plus, qui serait le dossier iranien. Ils ne convergent pas avec les États-Unis du tout sur la question, mais ne veulent pas ajouter aux confrontations diverses et variées qui existent déjà dans les relations bilatérales en défiant directement les États-Unis et le régime de sanctions américain sur la question américaine, qui sont des sanctions extraterritoriales globales, n'est-ce pas? La Chine ne veut pas non plus développer un empire dans la région, un empire de fait, un empire non territorial, des engagements stratégiques, économiques importants et politiques importants, puisque les coûts associés, comme on le voit, sont très importants. Donc la Chine est prudente sur ces dossiers-là, négocie avec tous les acteurs, entretient de bonnes relations ou d'assez bonnes relations avec la République islamique, mais n'a pas l'intention de défier les États-Unis directement dans cette région. Merci. Alors, Madame, ensuite Monsieur. Oui, ma question concerne le monde académique occidental et je me demande s'il n'y a pas un angle mort quand on regarde le wahhabisme. Du côté occidental, on voit surtout le côté anti-éducation, anticulturel et tout ça du wahhabisme, mais il y a un autre côté qui est porté plus du côté iranien, du côté à l'est de tous ces pays, et c'est l'antichisme. Ma recherche porte sur Ibn Taymiyyah, qui est le saint patron de Daesh pour le moment, et ses écrits, c'est pas ce qui m'avait frappé au début, mais ses écrits sont remplis de condamnation du chiisme et des chiites, et d'appels contre eux. Il a lui-même participé dans des campagnes guerrières anti-chiites dans les montagnes du Liban. Et il me semble que le monde académique occidental a un angle mort et n'arrive pas à voir. Vous avez parlé pendant 20 minutes d'une menace perçue par l'Arabie saoudite à propos de l'Iran, alors que le wahhabisme s'est fondé sur les massacres des chiites. Oui. C'est moi, c'est mon tour, je pense. Oui, non, c'est une question pour M. Golub. Je voulais savoir, enfin, vu des États-Unis, est-ce que, par exemple, avec le plan de Trump pour la Palestine ou ce qu'il en reste, est-ce que les Américains, la gauche américaine réagit un petit peu? Est-ce que la communauté juive américaine est partagée ou est-ce qu'il y a quand même des réactions à ce sujet aux États-Unis? Oui, c'est une question également sur le wahhabisme. Seul M. Zakarian s'est exprimé sur le rôle du wahhabisme dans la région, et éventuellement d'ailleurs aussi dans le monde et dans le développement du terrorisme. Quelle est la place réelle que l'on doit faire ou que l'on peut constater à une espèce de soft power du wahhabisme ou des ultra-sunnites? Voilà. Alors, juste avant de donner la parole à Agnès Levallois sur la question du wahhabisme, puisqu'elle a parlé de l'Arabie saoudite, le wahhabisme comme angle mort dans la recherche occidentale, non. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de recherches. Il y a eu notamment le dernier livre de Malice Ruthven qui parle beaucoup de ça, de la création justement de l'État de l'Arabie saoudite, avec justement la fusion religion-État. Mais je laisse Agnès Levallois.
Non, mais c'est vrai que c'est pas le sujet de ce colloque de parler du wahhabisme, donc c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que ça correspond absolument pas à l'intitulé de la communication qu'on m'a demandé de faire. On peut faire maintenant un autre colloque sur le wahhabisme, mais peut-être qu'à l'IREMO nous allons réfléchir et nous vous proposerons une réunion sur ce sujet. Des travaux universitaires, oui, il y en a, et je vais pas faire la recension maintenant des travaux qui existent. C'est une question dont on parle, c'est une question qui est étudiée, c'est une question qui n'est en rien éludée par les chercheurs, les analystes qui travaillent sur la région, parce que ça serait absolument pas honnête d'un point de vue intellectuel. Mais honnêtement, je vois pas la place de cette question dans le sujet qui nous intéresse dans la table ronde de cet après-midi. Et donc, raison pour laquelle ça n'a pas été plus abordé, mais ça n'est pas un déni de notre part, je vous rassure, et on en parlera à une autre occasion, sûrement. Philippe Golub, sur les réactions américaines. En interne, au niveau domestique politique américain, il y a de très fortes résistances à tout ce que fait l'administration actuelle et à tout ce que représente l'administration actuelle, que ce soit sur des questions constitutionnelles essentielles de l'équilibre des pouvoirs ou que ce soit sur la question israélo-palestinienne, bien que, évidemment, au sein du Parti démocrate et surtout au sein du Parti démocrate institutionnel, il y a une frange importante qui soutient assez inconditionnellement le gouvernement israélien. Mais personne au sein de ce camp démocrate n'est véritablement aligné sur le plan Trump, qui n'est pas un plan. Ce n'est pas un plan pour la Palestine, c'est un plan pour le démantèlement définitif de la question palestinienne, de l'enterrement définitif de la question palestinienne. Quant à la communauté juive dans ses 3/4 ou même plus, 80% à peu près, vote démocrate traditionnellement aux États-Unis. Les équilibres n'ont pas changé. Il y a une fraction importante de la communauté juive américaine qui se situe à la gauche du centre. C'est pas centre-gauche, mais à la gauche du centre. Et donc, cette communauté n'est pas du tout convergente avec Trump sur cette question. Le problème qui se pose, évidemment, est un problème d'alternance politique générale aux États-Unis, que nous verrons peut-être, mais qui n'est pas du tout assuré aujourd'hui. Et donc, les problèmes dont nous discutons aujourd'hui, y compris celle de la Palestine, pourraient s'aggraver à l'avenir sous une deuxième présidence Trump. Ce n'est pas une impossibilité du tout. Alors, on a encore le temps pour une ou deux questions. Oui. Oui. Alors, une dernière question, peut-être, monsieur. Oh. Merci. Ma question s'adresse à monsieur Golub. À un moment de votre intervention, vous avez parlé de la Suisse. Et je me demandais quel rôle pourrait jouer la Suisse justement dans les relations entre les États-Unis et l'Iran. Merci. Mais il joue déjà une relation. Il joue depuis la Révolution une relation. C'est l'ambassade suisse à Téhéran qui fait office de messager entre les États-Unis et la République islamique, et il joue un rôle relativement efficace de ce point de vue-là. Ils l'ont toujours fait. Les Iraniens et les Américains ont aussi des canaux de communication plus discrets, d'ailleurs, à travers les services spéciaux, leurs services spéciaux respectifs. Mais l'ambassade suisse joue le rôle d'intermédiaire officiel, d'ailleurs, entre les deux pays. Au-delà de ça, je ne vois pas ce que pourrait faire la Suisse. Merci, on va s'arrêter là. Merci beaucoup aux trois intervenants et nous allons à présent accueillir monsieur Bertrand Badi qui va qui va clôturer en fait le colloque avec un petit mot.